Bonjour, et aujourd'hui nous allons parler d'une institution extrêmement importante dans cette industrie horlogère, la SSC, la Société Suisse de Chronométrie. Nous avons le plaisir d'avoir M. Kuffer et M. Bolognesi parmi nous. Et pour commencer directement, c'est quoi la SSC? À quoi ça sert? La SSC, c'est Société Suisse de Chronométrie, pour ne pas la citer. C'est une association qui réunit les gens de la technique, de tous les métiers de la technique horlogère, les horlogers, les ingénieurs, les techniciens. Et on organise des rencontres depuis un siècle maintenant, plusieurs fois par année, pour que ces gens se rencontrent, échangent leurs travaux, discutent de leurs résultats, de leurs avancées. Et quelque part, on crée une émulation importante derrière les montres suisses à travers cette association. Et vous l'avez mentionné, effectivement, nous allons bientôt célébrer les 100 ans de cette institution. Pourquoi elle avait été créée au départ? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu les raisons de sa fondation? Alors en fait, en 1923, au cours de l'automne, il y a eu un événement important qui s'est déroulé à Paris dans le cadre des festivités des 100 ans de la disparition de Abraham Louis Breguet. Et ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est qu'autour de l'Observatoire de Paris, il y a énormément de conférences qui ont été données autour de la mesure du temps. Au niveau suisse, on a eu connaissance de cet événement. Et en fait, il y a une délégation qui est partie là-bas sur place pour voir un petit peu ce qui se passait. Donc des passionnés de la mesure du temps, des enseignants, des scientifiques, sous l'égide de la Chambre suisse d'horlogerie. Et leur retour, donc, ils ont fait état de ce qu'ils ont pu voir, entendre là-bas sur place, créer aussi des liens. Et puis en fait, on a découlé en fait la nécessité de créer une société suisse de chronométrie. Donc comme l'a dit Olivier, c'est bien entendu c'est tout ce qui tourne autour de la mesure du temps, mais il y a autant l'aspect scientifique pour développer nos produits, mais également celui d'améliorer un petit peu tout ce qui est notion de temps, de précision, puisqu'on voyait qu'il le temps c'était un incontournable de plus en plus, l'apparition de l'électricité, l'adaptation en fait de ces délais temporels autour de les chemins de fer, la coordination entre les différentes villes, et puis ça a été pris en compte, et c'est là qu'elle est née en fait. Alors pourquoi Genève? Donc c'est un peu mystérieux. C'était lié en fait à une passion qui était détenue par quelques personnes. Il y a un personnage clé qui ressort à ce moment-là, c'était Léopold Desfossés. Léopold Desfossés, à l'époque, était enseignant à l'école d'horlogerie du Locle, ou directeur. Et en fait, par rapport à son réseau, donc au niveau des écoles d'horlogerie de Suisse, il était en lien avec Genève. Et puis en fait, il savait qu'à Genève, on allait commémorer les 100 ans de son école d'horlogerie, qui intervenait aussi à cette époque-là. Puis on a décidé en fait de se joindre à cet événement, et on a en fait de fil en aiguille décidé de fonder la société ici à Genève le 6 octobre 1924. Dans un bâtiment qui ne se trouve pas bien loin Pas d'ici. très loin, effectivement, au Palais de l'Athénée, exactement, siège de la Société des Arts, qui était déjà très active aussi dans le domaine de tout ce qui était recherche et puis soutien à tout ce qui était développement technique, scientifique et autres au niveau de l'art également. Puis c'est eux qui ont fondé effectivement l'école d'horlogerie. Et quelque chose qu'on oublie un peu aujourd'hui, c'est effectivement la maîtrise du temps était vraiment de la science temps expérimentale qui a appliquée. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu justement quel est de développer un peu cette dimension scientifique qui existait à l'époque? Déjà, l'histoire, elle nous montre, c'est aussi intéressant pour compléter le message de Daniel, elle nous montre qu'à cette époque-là, même si l'école d'horlogerie s'apprêtait à fêter son 100e, même si les horlogers suisses en connaissaient, on était un tout petit peu avec une tendance d'être en retard, sans faire de jeu de mots, on était un peu en retard par rapport à nos voisins.
Donc cette initiative, elle a pris forme très vite, effectivement. C'est assez incroyable à quelle vitesse cette association elle a pu être fondée et proposée en 1924. Mais pour répondre à votre question, oui, c'est une époque où le besoin de tout le monde de porter le temps, finalement, de l'avoir au poignet avec soi, était grandissant pour le quotidien de tout le monde. Et puis à l'époque, les montres précises étaient soit dans des boîtiers assez importants, c'est des chronomètres de marine ou c'était des montres de poche, mais au poignet, c'était vraiment un besoin de miniaturiser les systèmes. Donc il y avait vraiment un besoin de mettre des gens, des horlogers assidus, des gens de la technique. Et c'était le bon moment finalement où tout s'est enclenché finalement. Donc cette période était un moment assez clé par rapport à ça, où la montre est vraiment passée de la poche au poignet. Avec quand même une volonté de pouvoir décliner justement tout ce savoir sur des processus industriels? Ça, c'est venu un petit peu après, mais effectivement, les premières étapes, c'est venu un peu conjointement, quoi qu'il en soit, effectivement, mais les premières étapes étaient vraiment de mettre les systèmes, de les miniaturiser, et puis de reposer les choses, je crois. Tout à fait, oui. Et cette association, donc, elle a vraiment un rôle fédérateur au niveau de tous les acteurs de l'industrie horlogère, en particulier effectivement sur ce côté chronométrique. Quelles ont été un peu les étapes clés ou des milestones, on va dire, importants qui ont été réalisés par la SSC? Je crois qu'Olivier l'a cité tout à l'heure, hein. Il y a ce côté société du savoir également. On a rapidement, en fait, et puis on l'est toujours, en fait, une société aussi d'émulation. Puis en fait, on a encouragé tout au long de notre histoire les recherches scientifiques, techniques, au sein de nos membres. Donc on a commencé très rapidement, je crois que 2 ans après avoir été fondé, notre président, Adrien Jacquereau à l'époque, a décidé d'instaurer un prix SSC. Alors en fait, de quoi s'agissait-il? En fait, c'était de stimuler un peu la recherche des gens, puis surtout qu'on puisse les récompenser dans un domaine qui tourne autour de la mesure du temps. Donc on a vu que on a eu un peu de peine en fait à stimuler les personnes, parce qu'on était une société très élitiste et on était hyper exigeant par rapport à cette restitution. Donc ce prix a vécu un certain nombre d'années. Il a vécu, sauf erreur, une 50aine d'années, je crois. Puis ensuite, il s'est transformé en médaille d'or. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Mais quand on parcourt l'histoire de la SSC, on a vu très rapidement, moi j'ai été bluffé par rapport à la lecture de certaines communications techniques et scientifiques par rapport au niveau de l'époque. On est au début des années 20, et puis il y a des études qui ont été présentées, des appareils qui étaient hallucinants. Dans le cadre de la conférence historique de nos 100 ans qui a eu lieu le 13 juin, ici au Palais de l'Athénée, j'ai retenu en fait un appareil qui il s'appelait la balance des temps. Puis j'étais scotché, je lui ai dit qu'est-ce que ça pèse, etc., etc. Puis en fait, on s'aperçoit que c'était une machine pour mesurer la précision des montres. Alors pourquoi balance? Parce qu'en fait, les montres se trouvaient sur des plateaux un peu comme une balance, et puis ensuite il y avait une montre de référence, et l'autre en fait captait, on comparait en fait les temps, et puis on savait si elle avançait ou le retardait. Et c'était extraordinaire déjà à cette époque-là de voir ce qui était proposé à notre communauté. Et souvent, quand on parle d'horlogerie, on a cette notion d'un peu de culture du secret, mais là, en fait, il y a un véritable partage des résultats de ces travaux. Tout à fait. Donc il y a eu une grande étape aussi qui était au début du XXe, c'était vraiment l'avènement des matériaux pour l'horlogerie. On a Charles-Édouard Guillaume qui était récompensé pour le prix Nobel en 1920, sauf erreur, qui a amené des matériaux insensibles à la température, qui ont permis d'amener des choses. Aussi, on a aussi des travaux de M. Straumann qui ont complété avec les alliages au beryllium, qui ont amené beaucoup de choses dans les alliages ressorts et qui ont permis de développer vraiment tout ce qui est oscillateur, ressort de barillet, et puis de marquer des steps importants. Et tous ces steps-là ont contribué finalement à améliorer la précision des objets, enfin des montres, des garde-temps au poignet des gens à l'époque. Avec une notion comme, si on compare aujourd'hui, on parle de open source, il y avait justement
ces travaux-là pouvaient être... Alors effectivement, Charles-Édouard Guillaume a été le premier membre d'honneur de l'association. Monsieur Stroman en a été le président, il a également été honoré. Toutes ces personnes ont amené, présenté leurs résultats, publié leurs résultats dans ce cadre de la SSC, même s'ils avaient parfois des appartenances qui étaient autres. Mais il y avait vraiment une volonté, c'est de nourrir cette communauté scientifique, comme l'a très bien dit Daniel, où la science du temps était vraiment primordiale. Et puis c'est aussi à cette époque-là qu'on a commencé à certifier les premières montres bracelets aussi, et tous les organes de certification, comme le COSC sont nés un peu plus tard. Et tout ça, ça s'est enchaîné au fil des années. Ok. Et on parle, à cette époque-là d'horlogerie mécanique, mais quand étaient arrivés les premiers travaux sur le quartz, par exemple, à quel point justement la SCC a été partie prenante de ces évolutions technologiques? Alors ces évolutions-là, elles ont été aussi partagées autour de la table de la SSC. Il y a eu les premiers transistors, les premiers diapasons, les premiers systèmes de régulation ont été présentés à la SSC. On a même récompensé M. Hetzel. On parle de quelle année environ? Là, c'était dans les années 60 à peu près. Donc ça, c'est des choses qui ont été présentées à cette époque-là. C'était vraiment la volonté scientifique et technique avant tout. Et à cette époque-là aussi, c'était aussi la volonté de la précision qui l'emportait. Est-ce que ça inclut aussi la notion de temps atomique? Ça, c'est venu aussi un peu plus tard, effectivement, où en parallèle, je crois qu'il y a eu quelques présentations qui ont été faites sur ces horloges atomiques, oui. Je ne sais pas si tu veux compléter. Alors, en fait, on a reculé devant rien, en fait, par rapport à ce qui pouvait se trouver, en fait, dans la mouvance de la chronométrie. En fait, au sein de notre communauté, en fait, on est organisé de telle sorte à ce que lorsqu'on organise ces événements, il y a ce qu'on appelle chez nous la commission scientifique, et puis c'est elle en fait qui détermine un peu en fonction d'un thème qu'on donne, quelles sont les conférences auxquelles on va assister en fonction de ça. Donc la SSC a vécu au sein de son histoire elle a subi autant les événements géopolitiques que ceux techniques et scientifiques. Donc celle-ci, elle en a fait partie, même si effectivement, par rapport à nos métiers, ça touche une petite partie de la communauté, mais elle est toujours intéressante en fait, pour voir un petit peu ce qui s'y passe. Donc on essaye toujours de faire fonctionner ce qu'on appelle aujourd'hui un peu l'intelligence collective, même à l'époque, de sorte à ce qu'on arrive à susciter l'intérêt et puis surtout l'avancée technique, technologique, scientifique au sein de notre communauté. Mais effectivement, c'est des choses qui ont été des incontournables parce qu'en fait, elles ont fait que l'horlogerie est telle qu'elle est aujourd'hui, en fait. Et est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment est organisée en fait la SCC et quels sont les événements qui vont avec? Vous l'avez évoqué un petit peu, mais peut-être... Oui, alors aujourd'hui, ça fait à peu près 20 ans que la SCC, ou peut-être plus, tu me corrigeras Daniel, mais qu'elle est organisée en 4 régions. Donc il y a une volonté à un certain moment de diviser la Suisse en 4 parties, en lien avec l'histoire quelque part de l'horlogerie suisse. Donc si je me permets de commencer à Genève, un petit peu le berceau où a été fondée l'association, et puis même l'horlogerie suisse, c'est comme le lieu où a démarré la plupart des choses. Et puis évidemment tout s'est développé dans l'arc jurassien jusqu'à Bâle, Schaffhouse. Et donc on a une partie de la Suisse qui prend en compte le canton de Vaud, Valais, Fribourg, Tessin. On a l'autre partie, c'est Neuchâtel qui est un dernier noyau, puis le reste, c'est Jura, Berne, Soleure, Bâle, Schaffhouse et le reste de la Suisse alémanique. Donc on englobe toutes les régions, tous les cantons suisses, mais effectivement avec des axes, des pôles sur les zones horlogères principales. Mais il faut savoir qu'on a des écoles d'horlogerie, notamment au Tessin, donc voilà, ça fait du sens d'englober la Suisse dans son intégralité. Donc elle est organisée comme ça en 4 régions et la gouvernance de l'association comporte un secrétariat permanent qui est basé à Neuchâtel, mais la gouvernance en tant que telle, donc la présidence et le comité, enfin ce qu'on appelle le bureau, change chaque 3 ans pour justement elle change chaque 3 ans de région. Donc voilà, on est à Genève pour 3 ans. Le hasard de l'histoire, ça n'a pas été prédit à l'avance, mais le hasard fait qu'on s'est retrouvé à Genève au moment de fêter notre 100e pour cette gouvernance pour les 3 années qui viennent. Donc, voilà. Et quels sont les événements justement que vous organisez de manière annuelle ou des fois pluriannuelle? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu? Voilà, donc on essaye aussi de toucher un maximum
de personnes au sein de nos membres. Donc on a notre offre, si on peut dire comme ça, elle s'est pas mal étoffée au fur et à mesure des années. L'organisation, comme l'a dit Olivier, n'a pas spécialement changé depuis le début, parce que ce cycle de 3 ans, il est tel qu'il est depuis le début. Par contre, les manifestations, elles sont passablement changées, donc elles ont dû s'adapter à l'évolution, et puis surtout à l'intérêt de nos membres. Mais aujourd'hui, pour faire court, on a, par rapport à ce cycle de 3 ans, on a des événements qui ont lieu le matin, qui durent une demi-journée. On appelle ça nos petits déjeuners. Puis en fait, il y a également, on ne va pas tout simplement aller boire le café et manger des croissants, mais effectivement, on est accueillis comme ça, mais on assiste également à quelques conférences, 3, 4, en fonction du thème. Et puis ensuite, on se quitte sur le coup de midi. Et puis en fait, ça permet aussi aux gens d'échanger dans un autre cadre, dans un événement peut-être un peu plus léger que nos journées d'études, qui durent une année. Une journée, pardon. Elles ont lieu toutes les années, pardon, effectivement. Et celles-ci, elles sont un peu plus importantes. C'est celle à laquelle on va assister le 25 septembre prochain avec un thème donné. Puis là, en général, c'est à peu près 8 conférences qui sont données. Ensuite, l'année successive, ou plutôt l'année du milieu, comme on dit chez nous, dans le cadre de ces 3 ans, c'est un congrès. C'est un événement qui a lieu sur 2 jours. Effectivement, beaucoup plus important et conséquent, et puis évidemment avec le même type de conférence. Et puis depuis maintenant, sauf erreur, une année, on a introduit un événement du soir qui s'appelle aujourd'hui l'Afterwork. Aussi, c'est un thème encore un peu plus festif si on veut, mais ça permet aux gens de se retrouver. Et puis je crois qu'il y a une conférence peut-être ou 2 dans le cadre de ces événements-là. Et voilà, ça permet de toucher un maximum de personnes en fonction de leur localisation, leur emploi du temps. Mais ça permet en fait aux gens de rester en contact et puis pas d'attendre forcément 1 an, 2 ans pour se revoir à nouveau. Et il y a aussi une ouverture à l'international ? Oui, typiquement, on aura une conférence, même si on a une journée d'études cette année d'une 100e, on a accepté une entreprise étrangère de participer à la conférence qui aura lieu le 25 septembre prochain. Et dans les congrès internationaux, on a aussi l'habitude d'accepter, on a toujours des entreprises externes qui nous proposent de nous exposer leurs résultats techniques les plus probants. Et tous ces travaux sont donc documentés et rendus accessibles aux membres. Donc vous avez une sorte de base de données qui est consultable à travers le site internet, entre autres. Effectivement, donc à chaque fois qu'on a des conférences type journée d'études, on édite des actes. Donc les conférenciers rédigent un article technique qui complète leur exposé oral. Et ces actes sont vraiment archivés dans notre base de données chronométrie, qu'on garde précieusement et qui a plus de 3500 publications aujourd'hui, et qui est une base de connaissances phénoménale depuis plus de 100 ans, qui regroupe quelque part toutes ces avancées, toutes ces étapes d'avancées dans l'horlogerie suisse. Et on a également un bulletin qui paraît 2 fois par année, qui est également archivé dans la même base de données, et puis qui ouvre ces pages à des personnes qui souhaiteraient rédiger, qui ne pourraient pas obtenir un exposé dans le cadre d'une conférence. Toujours avec un même but, partage de la technique horlogère, assez détaillée, on ne veut pas forcément de publicité pour les marques. La casquette des marques, elle est présente parce que toutes les marques nous soutiennent, mais finalement ce qui nous intéresse, c'est les écrits techniques, et c'est les échanges techniques. Et comme vous l'avez compris, au travers des conférences, des réunions qu'on rencontre, ces liens d'amitié qui se créent, c'est à la fois technique et puis humain. Et c'est grâce à ça qu'il y a une émulation très particulière qui s'est créée au fil du temps et qui fait la richesse finalement de l'association. Et il y a aussi une prise en compte des nouvelles générations d'horlogers en devenir, avec un concours de réglage. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment ça fonctionne ? Et quand ça a été instauré et quel est le but ? Alors, je pense qu'il a été instauré autour de 2012, si je me trompe pas. En fait, on a toujours cette vocation en fait, de créer un peu de l'émulation au sein de notre communauté. Mais effectivement, on essaye de toucher aussi les jeunes parce que c'est eux qui vont prendre le flambeau par la suite. Donc, on a instauré ce concours en fait, qui est destiné aux élèves des écoles d'horlogerie, des centres de formation horloger, des entreprises de 3e année.
Et puis en fait, l'objectif, c'est que par leurs connaissances, leurs compétences acquises, ils puissent régler en fait le réglage complet d'une pièce qu'on leur fournit. Et puis le but, c'est de les passer au COSC, au contrôle officiel suisse des chronomètres, dont le but, d'obtenir le réglage. Et puis en fait, sur un système de points, ils sont récompensés. Donc on les invite dans le cadre de nos événements. Puis en fait, on célèbre en fait cet événement avec eux et puis avec la remise de ces prix. Parfaite transition pour parler de l'événement à venir, justement pour les 100 ans. Est-ce que vous pouvez là aussi un peu expliquer ce que vous avez organisé? Parce que je sais que c'est dans un lieu aussi un peu particulier cette fois-ci qu'il aura lieu. Alors effectivement, donc, juste pour rebondir sur ce que vient de dire Daniel, on se préoccupe aussi dans nos missions de la relève pour notre branche, c'est très important. Donc on va avoir un événement au CERN qui sera une journée d'études, mais on va aussi avoir l'occasion de célébrer la veille au bâtiment des forces motrices. Au cours d'une soirée de gala, on va pouvoir réunir toutes les personnes, une partie de nos membres, on sera plus de 300 à cette occasion. Et puis ce sera un moment important parce qu'on va aussi un petit peu lancer notre association dans le 102e centenaire. Et puis à travers ces initiatives, on va typiquement, le concours de réglage est quelque chose qui a créé des émulations fortes entre les écoles d'horlogerie. On en voit les bénéfices aujourd'hui. Et puis les horlogers se réjouissent de ce moment d'arriver en 3e année pour participer à ce concours. Donc c'est vraiment une réussite. Et donc il y a 2 éléments qu'on souhaite renforcer, qu'on va renforcer dorénavant. C'est typiquement, on se projette dans le futur. Comment est-ce que ce concours doit évoluer si on veut continuer à stimuler les jeunes horlogers dans leur futur? Et ça, on va y réfléchir. On a lancé cette réflexion. Parce que comme vous le savez, le réglage de nos montres mécaniques, il évolue. Donc c'est important que notre association soit au sommet quelque part des attentes que peuvent avoir les horlogers dans leur formation. Et puis d'autre part, on l'a cité en début de discussion, le prix de la SSC, comme vous l'avez compris, ce concours, il touche que les horlogers dans leur formation. Et puis on souhaite annoncer dans ces prochains jours qu'on va relancer le prix de la SSC. Et puis là, on a un groupe de travail qui est déjà très enthousiaste et puis on souhaite toucher les autres métiers de la technique horlogère. On est en train de réfléchir à différentes catégories et puis on va voir comment on peut récompenser les bonnes idées, les bons travaux, et pas uniquement l'adresse des horlogers, mais aussi les bonnes idées et les bons travaux qui feront les montres de demain. Donc c'est quelque chose qu'on va relancer et annoncer le 24 septembre. Justement, est-ce qu'il y a des passerelles avec d'autres industries qui partagent quelque part de certains enjeux, qu'il s'agisse de tribologie ou autre, d'aspect mécanique, qui pourraient venir, je ne sais pas, de l'aéronautique, de l'automobile ou autre? Alors ces échanges, on les a faits à certaines occasions. Peut-être Daniel, toi tu as des références historiques que tu peux citer. Effectivement, le monde de la microtechnique est un exemple d'un débouché quelque part de le développement des montres électroniques. Ça s'est développé en toute la microtechnique, qui est revenue dans la technique horlogère à un certain moment. Il y a à peu près une vingtaine d'années, ces techniques ont amené d'autres façons de fabriquer les composants horlogers avec d'autres niveaux de précision. Donc l'aéronautique aussi apporte des choses au niveau de l'aérodynamisme ou des matériaux. Je ne sais pas si tu veux compléter. Ouais. Alors, par rapport aux souvenirs que j'en ai, j'ai en tête une journée d'études qui a été centrée autour du sport. Et puis en fait, on sait que la mesure du temps, elle a une importance toute particulière. Puis en fait, on a pu organiser des conférences qui étaient autant données par des entreprises, des écoles, des laboratoires, mais il y avait aussi passablement de sportifs qui venaient témoigner de leur expérience également. Puis ça a permis de créer en fait ce lien entre le monde du sport et celui de la mesure du temps. Donc, j'ai de très bons souvenirs parce qu'on a pu voir d'autres facettes qui sont en lien avec la mesure du temps, mais par rapport à la vie d'un sportif depuis l'intérieur. Et c'était, j'ai le souvenir, il y avait à l'époque René Arnoux, pour ceux qui le connaissent, s'en souviennent, ancienne gloire de la Formule 1. En fait, lui, il a participé à passablement de mesures scientifiques autour de l'influence de leur sport par rapport à leur ressenti physionomique au cours de ces événements-là. Puis en fait, il nous a fait participer, on a pu entendre ou voir ce qui se passait au cours de la course en prenant en compte différents paramètres, les battements du cœur, les respirations,
avec des temps d'attente hallucinants par rapport à ce qui se passait sur la piste. C'était vraiment extraordinaire. Ah, intéressant. Ouais. Et si on se projette un petit peu dans le futur, sans boule de cristal, mais à votre avis, quels sont un peu les champs d'évolution potentiels de l'horlogerie? Bah ça, personne n'a une boule de cristal, comme vous l'avez bien dit, mais c'est vrai qu'on vit quelque part, l'horlogerie se réinvente un peu par cycle. Hein, si on prend au cours des siècles, dans le cadre, on a les grands horlogers comme Harrison qui ont fait des horloges de marine. Le siècle passé, on a un peu revisité toute cette horlogerie pour la mettre au poignet. Et puis là, en ce moment, on est en train de la revisiter une nouvelle fois avec les outils de CAO, les outils de calcul, les nouvelles technologies pour faire des composants. Et puis tout ça, ça contribue à améliorer nos montres, d'améliorer leur précision et leur performance. Quel sera le prochain cycle? Ça, c'est un petit peu la question. Personne n'a la réponse aujourd'hui, mais on est à une époque où on est en train de quelque part, on a une certaine maturité à un certain cycle en ce moment je pense qu'on est à une forme de plateau aujourd'hui. Il faut quelque chose qui se passe. Et j'espère que notre association va continuer à contribuer à réunir les gens pour que les idées apparaissent et puis qu'il y ait un nouveau déclic et une nouvelle ère qui commence. Avec l'apport, par exemple, de nouveaux matériaux et ce genre de choses. Voilà, exactement. Donc les nouvelles on ne sait jamais si c'est les technologies qui tirent les matériaux qui tirent les technologies, mais en fin de compte, ça va ensemble. Et c'est à travers ces schémas d'évolution qu'on fait des découvertes et puis qu'on peut amener des innovations dans nos montres et quelque part contribuer à leur performance. Très bien, merci pour votre visite. Longue vie à la SSC et bonne chance pour votre événement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.